Je m'appelle Antoine, j'ai 42 ans, et jusqu'à il y a quelques mois, je pensais avoir tout compris à la vie. J'avais ce que tout le monde appelait la vie de rêve. Un très bon poste d'expert comptable dans un cabinet réputé de la Presqu'île, au centre de Lyon, avec un excellent salaire et de beaux avantages. Une belle maison en pierre dans l'ouest lyonnais, avec un jardin parfaitement entretenu et un portail en fer forgé. Le genre d'endroit qu'on voit dans les publicités. Une femme que j'aimais plus que tout au monde, et qui, je le croyais, m'aimait tout autant. Et un fils qui représentait absolument tout pour moi. Qui était mon unique raison de me lever le matin. Nous étions cette famille que vous croisiez au marché le dimanche matin. Ceux qui donnaient l'impression d'avoir une vie parfaitement en ordre, qui semblaient heureux, stables et normaux. Il s'avère que les apparences sont trompeuses. Il s'avère que tout ce que je pensais savoir reposait sur un tissu de mensonges. Puis, un mardi matin de mars, tout à fait par hasard, mon monde entier a implosé d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. D'une manière qui, parfois, ne me semble toujours pas réelle. Tout a commencé comme n'importe quel autre jour, de façon complètement ordinaire et banale à tous points de vue. Rien dans cette matinée ne laissait présager que ma vie était sur le point de s'effondrer. J'étais dans la cuisine en train de préparer le café, suivant ma routine matinale habituelle que j'avais répétée des milliers de fois. L'odeur du café fraîchement moulu flottait dans l'air, se mêlant au parfum des tartines grillées que ma femme, Céline, préparait près du grille-pain. Elle fredonnait un air que je ne reconnaissais pas, se déplaçant entre le plan de travail et la table avec une aisance naturelle, comme elle le faisait chaque matin. Notre fils Léo, qui a 8 ans et va sur ses 9 ans, courait partout, débordant de son énergie habituelle, parlant à une vitesse folle de quelque chose qui s'était passé à l'école la veille. Une histoire à propos de son copain Arthur et d'une grenouille qu'ils avaient trouvée dans la cour de récréation. Ce gamin a un rire tellement contagieux qu'il illumine une pièce à lui seul, vous voyez ? Un de ces rires purs et sincères qui vous fait sourire même quand vous passez une journée terrible. Il a toujours été comme ça. Plein d'énergie, de joie et de curiosité pour tout. Bref, je triais le courrier qui s'était accumulé sur le comptoir ces derniers jours. Surtout des factures, des publicités et des offres de cartes de crédit dont nous n'avions pas besoin. C'est alors que je suis tombé sur cette enveloppe qui avait l'air officielle, différente du reste. Blanche, sobre, avec une adresse tapée professionnellement dans une police noire standard. Quelque chose m'a tout de suite paru étrange. Ça m'a donné un pressentiment bizarre dans le ventre que je ne pouvais pas vraiment expliquer, mais je me suis dit que c'était probablement un papier de la mutuelle ou de mon travail. Peut-être un avis d'imposition ou quelque chose d'aussi ennuyeux. Je l'ai ouverte sans trop y penser, déchirant le bord perforé avec mon pouce. À l'intérieur se trouvait un document d'aspect officiel avec l'entête d'un laboratoire. Laboratoire biogénétique ou un nom du genre. Des lettres en gras m'ont immédiatement sauté aux yeux, impossible à rater. Résultat de test ADN. Mon estomac s'est noué comme si je venais de sauter dans le vide. Cette sensation écœurante de chute libre. La tasse de café que je tenais dans mon autre main m'a soudain paru peser 50 kilos. J'ai parcouru la page du regard, mes yeux sautant d'une ligne à l'autre. Ma main s'est mise à trembler si fort que je pouvais à peine tenir le papier droit. Des chiffres et des pourcentages qui n'avaient aucun sens pour moi. Un jargon technique sur les marqueurs génétiques, les fréquences alléliques et les indices de probabilité. Tout ce vocabulaire scientifique aurait tout aussi bien pu être écrit dans une langue étrangère. Jusqu'à ce que j'arrive à la dernière ligne, la section de conclusion. Paternité exclue. Probabilité de paternité, 0,00%. Les mots me dévisageaient. Froid, clinique et absolument définitif. Il n'y avait aucune ambiguïté. Aucune place pour l'interprétation. Léo n'était pas mon fils biologique. Le petit garçon que j'avais élevé pendant 8 ans, l'enfant qui portait mon nom de famille, celui pour qui j'avais été présent depuis la seconde de sa naissance, l'enfant que j'avais tenu dans mes bras alors qu'il n'avait que quelques minutes, n'était pas vraiment à moi. Pas biologiquement en tout cas, et j'ai dû émettre un son quelconque. Peut-être un halètement ou un bruit étouffé, quelque chose qui a tranché avec les bruits habituels du matin. Car Céline s'est immédiatement retournée et a vu mon visage. J'ai vu la couleur quitter ses joues instantanément. Comme si quelqu'un avait retiré un bouchon et que tout son sang s'était vidé. Ses yeux se sont écarquillés, ses pupilles se sont dilatées, et sa bouche s'est légèrement ouverte comme si elle voulait dire quelque chose mais ne trouvait pas les mots. Elle savait.
Elle savait pertinemment ce que ce papier disait avant même de le regarder. Avant même que je ne prononce un seul mot. Cette réalisation m'a frappé comme un coup de poing dans le ventre. Ça m'a littéralement coupé le souffle. La reconnaissance dans ses yeux, la culpabilité immédiate écrite sur tout son visage, la façon dont elle a porté sa main à sa bouche, tout cela m'a dit ce que j'avais besoin de savoir. Ce n'était pas une nouvelle pour elle. Elle savait. Peut-être pas avec certitude, mais elle s'en doutait. Et elle n'avait jamais rien dit. Je lui ai simplement tendu le papier d'une main tremblante. Je ne pouvais même pas parler. Ma gorge s'était complètement serrée, comme si quelqu'un m'étranglait. Quand elle l'a pris, ses mains ont commencé à trembler aussi. Le papier bruissait entre ses doigts. Les larmes ont monté presque instantanément, coulant sur ses joues avant même qu'elle n'ait fini de lire. Et elle a dit, d'une voix brisée et désespérée, qu'elle pouvait expliquer. Qu'elle pouvait me faire comprendre. Que ce n'était pas ce que je pensais. Expliquer quoi exactement? Que l'enfant que j'élevais depuis 8 ans, l'enfant avec qui j'avais passé des nuits blanches quand il avait la grippe et que sa fièvre ne baissait pas, l'enfant à qui j'avais appris à faire du vélo dans notre allée, courant à côté de lui jusqu'à m'en brûler les poumons. L'enfant que j'avais aidé à faire ses devoirs, à qui j'avais lu des histoires et que j'avais bordé chaque soir, cet enfant qui m'appelait papa et me regardait comme si j'étais le centre de son univers, n'était pas le mien. Qu'elle m'avait menti, qu'elle nous avait menti à tous les deux pendant tout ce temps. Quelle explication pourrait rendre cela acceptable? Quel mot pourrait justifier 8 années de tromperie? Elle a essayé de me dire que c'était une erreur. Une terrible erreur qu'elle avait faite il y a des années. Qu'elle se sentait seule. Que nous nous étions éloignés à l'époque. Que j'étais distant. Je faisais de longues heures au cabinet, a-t-elle dit, des semaines de 60 heures pour essayer de devenir associée, et elle se sentait négligée et seule. Elle avait rencontré quelqu'un. Ce n'était arrivé qu'une ou deux fois, et elle l'avait regretté immédiatement. Comme si cela devait tout excuser. Comme si cela justifiait de coucher avec un autre puis de me laisser croire pendant 8 putains d'années que Léo était de moi. Comme si sa solitude lui donnait le droit de faire exploser nos vies entières. Je lui ai demandé depuis combien de temps elle savait. Ma voix est sortie dure et glaciale, à peine reconnaissable. Elle s'est complètement effondrée, s'affaissant contre le plan de travail, et a dit qu'elle s'en doutait depuis un moment mais refusait d'y faire face. Elle ne voulait pas confirmer ce qu'elle craignait être vrai. Elle a dit qu'elle était terrifiée à l'idée de me perdre, de perdre notre famille, de détruire la vie de Léo. Alors elle a juste fait l'autruche en espérant que ça ne se saurait jamais. Mais le fait est qu'elle avait déjà tout détruit à l'instant où elle avait décidé de garder le secret. Au moment où elle a choisi de me mentir chaque jour pendant des années. Le pire de tout, c'était que Léo était dans la pièce d'à côté en train de jouer avec ses figurines, complètement inconscient du fait que sa vie entière était sur le point de changer pour toujours. Je pouvais l'entendre faire des bruitages, perdu dans son petit monde d'imagination et d'innocence. J'ai regardé Céline, debout là en train de pleurer, le mascara coulant sur son visage, et je ne la reconnaissais même plus. Cette femme avec qui j'avais construit ma vie, à qui j'avais fait une confiance aveugle, avec qui j'avais tout partagé, n'était plus qu'une parfaite étrangère pour moi. J'ai attrapé ma veste sur le crochet près de la porte et je suis sorti sans ajouter un mot. Je ne savais pas où j'allais. Je n'avais pas de plan. Je savais juste que je ne pouvais pas rester dans cette maison une seconde de plus. J'avais l'impression que les murs se refermaient sur moi et je ne pouvais plus respirer. J'ai erré dans le quartier pendant des heures, l'esprit à la fois complètement vide et bouillonnant de pensées. La vie continuait autour de moi comme si de rien n'était. Des gens promenaient leurs chiens, des joggeurs couraient avec leurs écouteurs, des enfants faisaient du vélo. Tout le monde vivait son mardi normal, alors que le mien venait d'être complètement anéanti. Le décalage était surréaliste, on aurait dit un cauchemar. J'ai fini par squatter chez mon ami Julien pendant quelques jours, dormant sur son canapé et ignorant tous les appels et messages de Céline. Julien ne m'a pas posé trop de questions, il m'a juste donné de l'espace et des bières quand j'en avais besoin. Mais je ne pouvais pas rester là pour toujours, alors j'ai trouvé ce minuscule studio à l'autre bout de la ville, dans un immeuble qui avait connu des jours meilleurs. Il est à peine meublé. Juste un canapé d'occasion qui s'affaisse au milieu, un lit avec un cadre en métal qui grince, et une table pliante bon marché avec 2 chaises dépareillées dénichées chez Emmaüs. Les murs sont d'une couleur beige déprimante censée être neutre mais qui a juste l'air triste. L'unique fenêtre donne sur une ruelle où se trouvent les poubelles, donc la vue est littéralement à jeter.
Mais c'était tout ce que je pouvais supporter à ce moment-là. Tout ce dont j'avais la force de me soucier. Le silence dans cet endroit était absolument brutal. Étouffant, d'une manière que je n'avais jamais connue auparavant. Pas de Léo qui rit et court partout. Pas de Céline qui chantonne en préparant le dîner. Pas de télé en bruit de fond. Juste rien. Un silence total et complet qui m'écrasait de toutes parts. Je restais éveillé la nuit sur ce lit inconfortable, à fixer une tache d'humidité au plafond qui ressemblait vaguement à un visage. Je repassais chaque instant de la vie de Léo dans ma tête comme une sorte de torture. Ses premiers pas à 11 mois, titubant dans le salon pour se jeter dans mes bras. Son premier jour de CP, quand il était si nerveux et que je l'avais accompagné jusqu'à sa classe. Chaque genou écorché que j'avais soigné avec des pansements à l'effigie de ses dessins animés préférés. Chaque cauchemar après lequel je l'avais réconforté. Chaque histoire du soir que j'avais lue jusqu'à m'en casser la voix. Tous ces moments n'étaient-ils qu'un mensonge? Avait-il une quelconque importance s'il n'était pas vraiment à moi? Les questions tournaient en boucle dans ma tête sans trouver de réponse. Tard la nuit, quand je n'arrivais pas à dormir, c'est-à-dire presque toutes les nuits, je commençais à regarder de vieilles photos sur mon téléphone. Il y en avait une de l'été dernier à la plage, où Léo était assis sur mes épaules avec un immense sourire. Ses cheveux mouillés par l'océan dressés sur sa tête. Nous avions passé toute la journée à faire des châteaux de sable et à sauter dans les vagues. Une autre de la fête des pères, où il m'avait fait une carte à l'école avec écrit « Meilleur papa du monde » au crayon de couleur, accompagné d'un dessin de nous deux nous tenant la main. Il était si fier en me la donnant, sautillant presque d'excitation. Regarder ces photos, c'était comme si quelqu'un me tournait lentement et délibérément un couteau dans la poitrine. Chaque image était un rappel de ce que je croyais avoir et de ce que j'avais perdu. Environ une semaine et demie après mon déménagement, on a frappé à ma porte vers 20h. Élodie, la meilleure amie de Céline, se tenait là, les bras croisés, l'air déterminé. Je ne voulais pas la laisser entrer, mais elle a insisté en disant qu'il fallait qu'on parle. Elle a dit qu'elle ne partirait pas avant que je ne l'écoute. Elle s'est assise sur mon canapé miteux sans attendre d'invitation et m'a dit sans détour que je faisais une énorme erreur. Que Léo était toujours mon fils, indépendamment de la biologie, qu'il avait plus que jamais besoin de moi et que je laissais ma colère envers Céline blesser un enfant innocent qui n'avait absolument rien fait de mal. Je lui ai répondu qu'elle ne comprenait pas, qu'elle ne pouvait pas imaginer ce que ça faisait. Chaque fois que je pensais à Léo, je ne voyais que la trahison. Comment étais-je censé le regarder sans penser à ce que Céline avait fait? Comment séparer l'enfant du mensonge? Élodie est devenue très véhémente, elle s'est penchée en avant et m'a regardé droit dans les yeux. Elle a répété que je laissais ma haine pour Céline détruire un gamin innocent. Que Léo se fichait de l'ADN, de la biologie ou de tout ça. Il ne se souciait que de son père, l'homme qui avait été là toute sa vie. Elle m'a demandé si je voulais vraiment jeter à la poubelle 8 années de paternité à cause de quelque chose dont Léo n'était pas responsable. Cette conversation m'a retourné le cerveau pendant des jours. Je n'arrêtais pas de repenser à ce qu'elle avait dit, j'entendais ces mots résonner dans ma tête. Puis, environ 3 jours plus tard, j'ai reçu un SMS qui a rendu la situation encore pire, si tant est que ce soit possible. C'était d'un type nommé Maxime Laurent. Je l'avais connu il y a des années, nous étions allés dans la même école de commerce, nous fréquentions les mêmes cercles. Il était même à notre mariage, bon sang. Le message était soigneusement rédigé, presque formel, et disait qu'il avait été plus impliqué dans la vie de Léo que je ne le réalisais. Qu'il était temps que nous fassions tous face à la réalité de ce que cela signifiait pour Léo. Que le garçon méritait de connaître la vérité et d'avoir les idées claires sur ses origines. Il disait s'être mis en retrait pour le bien de Léo, mais que c'était peut-être le moment de reconsidérer cette décision. J'ai complètement pété les plombs en lisant ça. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli faire tomber mon téléphone. Ce type essayait de revendiquer un rôle dans la vie de mon fils? Il n'avait fait que détruire tout ce que j'avais construit, tout ce pour quoi j'avais travaillé, et maintenant il voulait jouer au papa? J'ai riposté immédiatement, mes doigts volant sur le clavier. Je lui ai dit qu'il n'avait aucun droit, que Léo était mon fils, que j'avais été là chaque jour pendant 8 ans alors que lui n'avait rien fait d'autre que ruiner mon mariage et ma vie. Que la biologie ne lui donnait aucun droit sur un enfant qu'il n'avait jamais rencontré, jamais tenu dans ses bras, dont il ne s'était jamais occupé. La rage que je ressentais me consumait tout entier, comme un feu brûlant dans ma poitrine que je ne pouvais éteindre. Maxime n'avait aucune idée de ce que signifiait être père.
Il n'était pas là lors des fièvres nocturnes où la température de Léo grimpait et qu'il fallait foncer aux urgences. Il n'était pas là pour les kermesses de l'école où Léo jouait un arbre au fond de la Seine, mais était tellement fier de son costume. Il n'était pas là pour les entraînements de foot tous les mercredis après-midi, qu'il pleuve ou qu'il vente. Il n'avait aucun droit sur Léo juste à cause d'un lien biologique, d'un accident génétique aléatoire. Puis, un soir, environ 2 semaines après mon départ, on a frappé doucement à la porte de mon appartement vers 19 h. Céline m'avait envoyé un message plus tôt pour me demander si Léo pouvait venir. Elle disait qu'il réclamait sans cesse à me voir et qu'elle ne savait plus quoi lui dire. Quand j'ai ouvert la porte et que je l'ai vu debout dans son t-shirt de super-héros préféré, l'air si petit, effrayé et incertain, mon cœur s'est à nouveau brisé en 1 million de morceaux. Ses yeux étaient rouges, comme s'il avait pleuré, et il serrait les bretelles de son sac à dos si fort que ses jointures étaient blanches. Il est entré lentement, avec hésitation, comme s'il n'était pas sûr d'être le bienvenu. Il s'est assis sur mon lit, refusant de me regarder directement, fixant simplement ses chaussures. Le silence s'étirait entre nous, lourd et inconfortable. Finalement, après ce qui m'a semblé être une éternité, il a demandé d'une toute petite voix si c'était vrai qu'il n'était pas vraiment mon fils. Il a dit qu'il nous avait entendus nous disputer avec Céline ce matin-là, qu'il écoutait depuis le couloir. Il voulait savoir si je n'étais plus son papa, si j'allais l'abandonner comme le père de son copain Thomas l'avait fait. Je me suis immédiatement mis à genoux devant lui, j'ai attrapé ses petites épaules doucement mais fermement. Je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai dit que j'étais son papa, que j'avais toujours été son papa, et que rien au monde ne changerait jamais ça. Que je me fichais de ce qu'un stupide bout de papier pouvait bien dire, que je me fichais de l'ADN, du sang ou de tout le reste. Il était mon fils et j'étais son père, et c'était la seule vérité qui comptait. Il s'est mis à pleurer, de grosses larmes roulant sur ses joues, et m'a demandé si je le promettais. Si je promettais vraiment, sincèrement, que je ne le quitterais pas. Je l'ai serré très fort dans mes bras et je lui ai juré que peu importe ce qui se passait entre sa mère et moi, peu importe ce que les autres disaient, il m'aurait toujours. Que je serais toujours là pour lui, que je l'aimerais toujours, que je serais toujours son papa. Il s'est endormi dans mes bras cette nuit-là, épuisé d'avoir pleuré, et je l'ai juste tenu pendant des heures, réalisant que quelle que soit ma colère envers Céline, quelle que soit la douleur que je ressentais, rien de tout ça n'avait autant d'importance que cet enfant. Cet enfant incroyable et innocent qui voulait juste son papa. Quelques semaines plus tard, peut-être 3 ou 4, je suis tombé nez à nez avec Céline et Maxime au gala des anciens de notre école de commerce. C'était pour nos 15 ans de diplôme, organisé dans un hôtel chic du centre-ville, avec salle de réception et tout le tralala. J'avais failli ne pas y aller, c'était même mon intention de base, mais mon ami Julien m'avait convaincu. Il disait que j'avais besoin de sortir de cet appartement déprimant, de voir du monde, de retrouver un semblant de normalité. J'y suis donc allé, à contre-cœur, portant une chemise que j'avais repassée pour la première fois depuis des semaines. Dès que je suis entré dans la salle et que je les ai vus debout ensemble près du bar, mon sang n'a fait qu'un tour. Céline avait l'air nerveuse, balayant constamment la pièce du regard comme si elle cherchait une issue de secours. Maxime était à côté d'elle, l'air calme et serein, comme s'il avait parfaitement le droit d'être là avec ma femme. Les voir ensemble dans le même espace m'a donné envie de faire demi-tour et de repartir. Maxime s'est approché après quelques minutes, essayant de jouer la carte du gars calme et raisonnable, les mains dans les poches comme si nous n'étions que deux amis discutant de la pluie et du beau temps. Il a dit qu'il fallait qu'on parle pour le bien de Léo, que ce n'était pas une question d'ego entre nous. Que Léo méritait de connaître la vérité, d'avoir de la clarté sur sa vie et sa filiation. Il parlait comme s'il était la personne mature, l'adulte responsable de la situation. Je lui ai répondu qu'il avait fait assez de dégâts et qu'il n'avait aucun droit de me faire la morale sur ce qui était le mieux pour Léo. Ma voix était plus forte que je ne le voulais, tranchante et pleine de colère. Le ton est monté pendant notre échange et les gens ont commencé à nous dévisager. Je pouvais sentir les regards de toute la salle braqués sur nous, d'anciens camarades observant le drame se dérouler. Les conversations autour de nous se sont tues pour nous écouter. Ils continuaient de répéter que ce n'était pas une question d'ego, qu'il s'agissait de faire ce qui était juste pour Léo. Que l'enfant méritait d'avoir ses 2 parents biologiques dans sa vie. J'ai complètement explosé à ce moment-là et je lui ai dit qu'il ne connaissait pas Léo du tout. Qu'il n'avait été là pour aucun des moments importants, qu'il n'avait pas gagné le droit de s'appeler parent. Qu'il n'avait aucune légitimité juste à cause de la biologie, car être père, c'est être présent chaque jour, pas une histoire d'ADN.
Céline a essayé d'intervenir, s'est interposée entre nous les mains levées, mais je lui ai dit de ne pas s'en mêler. Je lui ai jeté au visage quelle était la raison pour laquelle nous étions tous là à nous entre-déchirer devant tous nos anciens camarades d'école. Son visage s'est décomposé et elle m'a regardé comme si je l'avais giflé, mais j'étais trop en colère pour m'en soucier à ce moment-là. Je suis sorti de ce gala et je me suis assis dans ma voiture, sur le parking, pendant plus d'1 heure, juste pour essayer de me calmer. Mes mains serraient le volant si fort qu'elles me faisaient mal. L'altercation tournait en boucle dans ma tête comme un film que je ne pouvais pas arrêter. Je savais que je ne pouvais pas continuer à fuir la situation, à l'éviter indéfiniment, mais je ne savais pas non plus comment y faire face sans avoir envie de frapper dans un mur. Quelques jours plus tard, par un jeudi soir pluvieux, Céline s'est pointée à mon appartement à l'improviste. Elle avait une mine affreuse, comme si elle n'avait pas dormi correctement depuis des semaines. De grosses cernes sous les yeux, les cheveux attachés en une queue de cheval désordonnée, portant un pantalon de jogging et un vieux sweat à capuche de l'université. Elle ressemblait à l'ombre de la femme que j'avais épousée. Elle m'a demandé si elle pouvait entrer pour parler. Elle a dit qu'elle savait qu'elle était probablement la dernière personne que j'avais envie de voir, mais qu'elle avait besoin de dire certaines choses. J'ai failli refuser, failli lui claquer la porte au nez, mais quelque chose m'a poussé à m'écarter pour la laisser passer. Elle s'est tenue au milieu de mon appartement, se tordant les mains nerveusement, les yeux balayant cet espace vide. Elle m'a dit qu'elle repensait à tout ça en boucle dans sa tête, essayant de comprendre comment les choses avaient pu si mal tourner, comment elle avait pu laisser la situation empirer à ce point. Qu'elle savait qu'il n'y avait aucune excuse pour ce qu'elle avait fait, qu'elle avait été égoïste et lâche, et qu'elle avait fait des choix sur lesquels elle ne pourrait jamais revenir. Elle m'a confié qu'elle se détestait pour ça chaque jour de sa vie. Qu'elle ne pouvait plus se regarder dans un miroir sans se sentir dégoûtée. Je lui ai demandé si elle pensait vraiment que des excuses allaient réparer tout ce qu'elle avait détruit. Si elle pensait que dire pardon allait magiquement effacer 8 années de mensonges. Ma voix était froide, distante, comme si je parlais à une étrangère. Elle a répondu que non, elle ne pensait pas ça, mais qu'elle avait besoin que je sache qu'elle se battrait pour notre famille, qu'elle ferait tout ce qu'il fallait pour prouver qu'elle pouvait s'améliorer. Qu'elle passerait le reste de sa vie à essayer d'arranger les choses s'il le fallait. Elle m'a supplié de ne pas laisser ses erreurs gâcher ce que j'avais avec Léo, me rappelant qu'il avait plus que jamais besoin de moi. Ça m'a touché, ça m'a frappé en plein cœur. Je suis resté planté là un long moment, à la regarder, voyant les remords sincères et la douleur dans ses yeux. Finalement, je lui ai dit que je ne savais pas si je pourrais un jour lui pardonner, ni si je serais un jour capable de lui refaire confiance. La confiance que nous avions été brisée, peut-être de façon irréparable, mais pour le bien de Léo, j'essaierai. J'essaierai de trouver un moyen d'assurer la coparentalité, de lui offrir un peu de stabilité. Elle a commencé à pleurer, des larmes silencieuses qui coulaient le long de son visage, et m'a remercié. Je l'ai coupé court immédiatement. Je lui ai dit de ne pas me remercier, que ce n'était pas pour elle. Que c'était pour Léo, et uniquement pour Léo. Elle a hoché la tête en signe de compréhension et est partie sans faire de bruit. Après son départ, je suis resté assis dans le silence et j'ai réalisé que quelque chose avait changé en moi. Ce n'était pas du pardon, pas encore. Peut-être que ça ne le serait jamais. Mais c'était quelque chose. La volonté d'essayer, au moins pour Léo. La prise de conscience que rester en colère pour toujours ne ferait que lui faire du mal. J'ai commencé à faire plus d'efforts avec Léo après cette conversation. À m'engager réellement à être présent dans sa vie. J'allais le chercher à la sortie de l'école 3 jours par semaine. Je l'emmenais au parc le week-end. Nous avons instauré la tradition de préparer des crêpes ensemble chaque dimanche matin. Il se tenait sur un tabouret à côté de moi, mesurant soigneusement les ingrédients et mettant de la farine partout. Ces petites routines sont devenues des bouées de sauvetage pour nous deux. Quelque chose de stable et de prévisible au milieu du chaos. Je me suis assuré qu'il sache qu'il pouvait me parler de tout, qu'il avait le droit de se sentir confus, triste ou en colère face à ce qui arrivait. Que ses sentiments étaient valides et importants. Un samedi après-midi au parc, nous étions assis sur un banc en train de manger une glace quand il m'a demandé de but en blanc si j'allais partir. Comme ça, très directement. Je lui ai dit que non, jamais, que je serais toujours son père et que c'était une promesse que je ne briserais jamais. Que rien ne pourrait jamais changer l'amour que j'avais pour lui. Il a attrapé ma main avec ses doigts collants de glace et l'a serré fort. Et à cet instant précis, j'ai su avec une certitude absolue que je faisais le bon choix.
Que cet enfant valait la peine qu'on se batte, valait la peine de surmonter toute la douleur et la colère. Céline et moi avons mis en place un système de garde partagé dans les semaines qui ont suivi. Nous nous sommes retrouvés dans un café, en terrain neutre, et nous avons élaboré un planning. Ce n'était pas facile, et il y a eu beaucoup de moments de tension, beaucoup de points de désaccord. Mais nous avons tous les deux gardé notre attention fixée sur Léo, sur ce qui était le mieux pour lui. Je lui ai fait comprendre très clairement que ça ne voulait pas dire que j'étais prêt à lui pardonner. Que nous faisions cela uniquement pour notre fils. Qu'elle ne devait pas y voir autre chose. Elle a compris, a promis qu'elle n'en demanderait pas plus que ce que j'étais prêt à donner. Qu'elle continuerait d'essayer d'être meilleure, de regagner ne serait-ce qu'une infime fraction de la confiance qu'elle avait détruite. La colère que j'avais ressentie, cette rage incandescente qui m'avait consumé pendant des semaines, a commencé à s'atténuer avec le temps. Elle n'a pas disparu complètement, et ne disparaîtra probablement jamais, mais elle est devenue plus gérable. Moins omniprésente. Je pouvais penser à la situation sans avoir immédiatement envie de frapper dans un mur. J'ai passé beaucoup de nuits assis près de ma fenêtre avec une tasse de café froid, à regarder les lumières de la ville et à réfléchir à tout ce qui s'était passé. À tout digérer lentement, petit à petit. J'ai réalisé que s'accrocher à toute cette amertume était épuisant. Ça me dévorait de l'intérieur. C'était comme traîner un sac à dos rempli de pierres partout où j'allais. Lâcher prise, même un tout petit peu, m'est apparu comme la seule façon d'avancer. Pas pour le bien de Céline, mais pour le mien. Et pour celui de Léo. Parce qu'il ressentait la colère, il captait l'attention. Et ça l'affectait. Je le voyais à la façon dont il devenait parfois silencieux, à sa manière de m'observer avec prudence, comme s'il craignait que j'explose. Le pardon est complexe, bien plus complexe que je ne l'aurais jamais cru. Je ne suis pas sûr de pardonner un jour totalement à Céline pour ce qu'elle a fait. La confiance que nous avions, la fondation sur laquelle reposait notre mariage, a disparu. Peut-être définitivement. Mais j'ai appris que le pardon ne concerne pas vraiment l'autre personne. Il s'agit de ne pas laisser ses actes contrôler votre vie pour toujours, de ne pas laisser ses erreurs définir votre avenir. C'est choisir d'aller de l'avant plutôt que de rester coincé dans le passé. J'ai aussi appris qu'une famille n'a pas besoin d'être parfaite pour être vraie. Qu'elle n'a pas besoin de correspondre à une image idéalisée pour être légitime. Ma relation avec Léo est plus forte que jamais. Peut-être même plus forte maintenant que nous avons traversé tout ça ensemble. La biologie ne définit pas ce lien. L'amour, le temps, l'engagement, le fait d'être présent jour après jour, c'est ce qui fait d'une personne un parent. C'est ce qui crée une famille. Pas un test génétique, pas de l'ADN partagé. Mais le choix d'aimer et de prendre soin de quelqu'un inconditionnellement. Certains jours sont plus difficiles que d'autres, bien plus difficiles. Il y a des moments où la douleur est encore vive. Quand je vois Céline et que je me rappelle tout ce qu'elle a détruit, tout ce que nous avons perdu. Quand je pense à la vie que nous aurions pu avoir si elle avait été honnête dès le début. Mais il y a aussi de bons moments, de très bons moments. Voir Léo marquer un but à l'entraînement de foot et voir son visage s'illuminer quand il me cherche du regard dans les gradins. L'entendre rire à l'une de mes blagues de papa désastreuses qui ne sont même pas drôles. Le border le soir et l'écouter me raconter sa journée, me parler de ses copains, de ses maîtresses, et des choses qu'il apprend. Ces moments-là me rappellent pourquoi je me bats si fort. Pourquoi tout cela en vaut la peine. Maxime a essayé de reprendre contact à quelques reprises au cours des mois suivants, envoyant des SMS et appelant même une fois. Mais j'ai été radical. Je lui ai fait savoir par l'intermédiaire d'un avocat que s'il voulait une quelconque relation avec Léo, il devrait attendre que celui-ci soit assez grand pour prendre cette décision lui-même. Que je n'allais pas embrouiller un gamin de 8 ans avec ce désastre. Pour l'instant, je suis son père et ça ne changera pas. Ce n'est pas négociable. L'avocat lui a envoyé une mise en demeure précisant que toute tentative de contacter Léo directement serait considérée comme du harcèlement. Maxime a reculé après ça. L'avenir est incertain, plus incertain que je ne le voudrais. Je ne sais pas si Céline et moi serons un jour capables de reconstruire une relation au-delà de la coparentalité. Je ne sais pas si les blessures guériront complètement ou si elles deviendront simplement des cicatrices avec lesquelles j'apprendrai à vivre. Mais je sais que nous sommes tous les deux déterminés à offrir à Léo la stabilité qu'il mérite, à faire en sorte qu'il se sente aimé et en sécurité. Et ce but commun, cet objectif partagé, suffit à nous faire avancer, même lentement et douloureusement.
J'ai commencé à consulter une psychologue pour surmonter tout ça, je la vois tous les mardis soirs. Le docteur Sophie Lefebvre, une femme d'une cinquantaine d'années spécialisée dans les traumatismes familiaux. Ça aide de parler à quelqu'un qui n'est pas impliqué émotionnellement. Qui peut me donner du recul quand je sombre dans la colère ou la dépression? Elle m'a aidé à comprendre que la guérison n'est pas linéaire. Que ce n'est pas un chemin tout tracé de la douleur vers l'apaisement. Certains jours, j'ai l'impression de faire de réels progrès, de vraiment aller de l'avant. D'autres jours, je me retrouve mentalement dans cette cuisine, tenant ce test ADN, comme si ça venait de se produire hier. Elle dit que c'est normal. Que le traumatisme ne suit pas un calendrier. Léo m'a demandé récemment, de manière totalement inattendue alors que nous allions chercher des pizzas en voiture, si j'allais bien. Ce gosse est plus perspicace que je ne le pensais. Il capte les choses que je crois cachées. Je lui ai répondu que j'y travaillais, que parfois les adultes traversent des périodes difficiles, mais que ça ne changeait en rien l'amour que je lui porte. Que je devais régler certaines choses, mais que je me faisais aider et que tout irait bien. Il m'a fait un câlin quand nous sommes sortis de la voiture et m'a dit que j'étais son héros. J'ai failli m'effondrer en larmes en plein milieu du parking. J'ai beaucoup réfléchi à ce qui compte vraiment, à ce qui est fondamental quand on enlève tout le superflu. La vie que je croyais avoir a disparu. C'est la réalité. Cette famille parfaite, ce mariage idéal, l'avenir que j'avais imaginé, plus rien de tout ça n'existe. Mais peut-être y a-t-il quelque chose qui vaut la peine d'être construit à partir des morceaux restants. Pas la même chose, mais quelque chose de nouveau. Quelque chose d'honnête, même si c'est imparfait, chaotique et compliqué. Céline et moi avons eu une conversation la semaine dernière qui semblait différente des autres. Moins hostile, juste plus triste. Nous avons parlé de comment nous en étions arrivés là. Des erreurs que nous avions faites tous les deux. Je ne suis pas prêt à l'absoudre de ses responsabilités, loin de là, mais je peux admettre que les relations sont complexes, que les gens font des choix désastreux quand ils souffrent, qu'ils ont peur ou qu'ils se sentent seuls. Ça n'excuse pas ce qu'elle a fait, mais ça m'aide à le comprendre un peu mieux. Je lui ai demandé pourquoi elle ne m'avait jamais dit la vérité depuis le début, pourquoi elle avait laissé ça durer si longtemps. Elle a répondu qu'elle était terrorisée à l'idée de tout perdre, et qu'au moment où elle a réalisé ce qu'elle avait fait, il lui semblait qu'il était trop tard pour avouer. Elle a cru qu'elle pouvait simplement l'enterrer, passer à autre chose et faire comme si ça n'était jamais arrivé. Évidemment, ça n'a pas marché. Elle a dit qu'elle savait maintenant que c'était de la lâcheté. Qu'elle aurait dû être honnête, peu importe à quel point c'était difficile. Qu'elle m'avait volé le droit de décider ce que je voulais faire de cette information. Une part de moi comprend cette peur, même si je ne peux pas pardonner le choix qu'elle a fait. La peur fait faire des choses irrationnelles aux gens, elle les pousse à choisir la solution de facilité même quand ils savent que c'est mal. Ça n'excuse rien, ça ne rend pas la chose acceptable, mais je le comprends à un certain niveau. J'ai fait mes propres erreurs, mes propres mauvais choix, simplement pas avec des conséquences aussi dévastatrices. Nous avons convenu de continuer à faire des efforts pour la coparentalité. D'essayer de présenter un front uni pour Léo, même quand nous ne nous sentons pas du tout unis. Il mérite des parents capables d'être au moins courtois l'un envers l'autre. Qui peuvent assister aux événements de l'école ou à ses matchs de foot sans créer de drame ni lui donner l'impression d'être pris entre deux feux. C'est la moindre des choses qu'on lui doive. Nous lui devons de la stabilité et de la constance. Et la certitude que ses deux parents l'aiment, même s'ils ne peuvent plus être ensemble. J'ai encore des moments où la colère flambe, brûlante et soudaine, me prenant par surprise. Où je vois quelque chose qui me rappelle ce que nous avions et je ressens cette rage à nouveau. Ce sentiment de trahison et de perte. Un couple qui se tient la main, une famille qui rit au restaurant, ou même juste une publicité à la télé sur le mariage. Mais ces moments deviennent moins fréquents avec le temps. Les bords tranchants s'émoussent lentement, deviennent plus supportables. La douleur est toujours là, mais elle n'est plus aussi omniprésente qu'au cours de ces premières semaines. J'ai passé plus de temps avec Léo, en étant vraiment présent, au lieu de faire semblant ou d'être là physiquement mais déconnecté mentalement. Nous sommes allés camper le week-end dernier, juste tous les deux. Nous avons conduit jusqu'au parc naturel régional du Vercors, à 2 heures de route. Nous nous sommes assis près du feu pour faire griller des chamallows et regarder les étoiles, parlant de tout et de rien. Il m'a posé des questions sur les constellations et j'ai inventé la moitié des réponses parce que je n'y connaissais absolument rien. J'ai juste pointé des amas d'étoiles au hasard et je leur ai donné des noms.
Il se fichait que j'ai probablement tort. Il était juste heureux d'être là avec moi. D'avoir toute mon attention. Ce sont ces moments-là qui comptent. Ceux sur lesquels j'essaie de me concentrer quand c'est difficile. Pas le test ADN. Pas la trahison. Pas la colère ni la souffrance. Juste un père et son fils assis près d'un feu. Être ensemble et profiter de la compagnie de l'autre. Les choses simples qui font que la vie vaut la peine d'être vécue. Ce sont les souvenirs que je veux que Léo garde. Pas les disputes, les larmes et la famille brisée. Je ne vais pas prétendre que cette histoire a une belle fin heureuse, emballée avec un joli nœud. La vie ne marche pas comme ça. Surtout pas dans des situations pareilles. La douleur est toujours là. La confiance est toujours brisée. Et je ne sais pas si ça changera un jour totalement. Les cicatrices sont profondes et elles sont probablement permanentes. Mais j'apprends à vivre avec. J'apprends à porter ce poids sans le laisser m'écraser. J'apprends qu'on peut avancer même quand on porte encore des blessures. Même quand on n'est pas complètement guéri. Léo s'épanouit malgré tout ce qui s'est passé. Ce qui est honnêtement la chose la plus importante. Il a de bons bulletins. Il se fait des amis à l'école. Il est heureux la plupart du temps. Il a encore de mauvais jours où il devient silencieux et renfermé. Où je vois bien qu'il pense au changement dans sa vie. Mais globalement, il va bien. Il a une résilience qui m'émerveille. C'est sur ça que je me focalise quand les choses se compliquent. Quand je suis réveillé à 3 heures du matin en train de tout ressasser. Peu importe ce qui est cassé. Peu importe ce qui s'est effondré. Lui, il va bien. Et tant qu'il va bien, je peux continuer. Je peux continuer à mettre un pied devant l'autre. Je regarde parfois cette photo de la plage. Celle avec Léo sur mes épaules, qui me mettait tellement en colère. Elle me rendait amer. Comme si elle représentait un mensonge. Comme si chaque instant de bonheur avait été souillé par la vérité. Maintenant, quand je la regarde, je vois juste un père et son fils passant une bonne journée. L'amour dans cet instant-là était réel. Indépendamment de tout le reste. La joie sur son visage était sincère. Le lien que nous avions était authentique. Et c'est ça qui compte. C'est ce à quoi je choisis de m'accrocher. C'est peut-être ça, la guérison, au final. Non pas oublier ce qui s'est passé. Ni même pardonner totalement à ceux qui vous ont blessé. Mais trouver un moyen de conserver ce qui est vrai et de lâcher prise sur ce qui vous détruit. Trouver un moyen de séparer le bon du mauvais. D'accepter que les deux puissent exister simultanément. Qu'on ait pu vous mentir, mais que vous ayez quand même vécu un amour sincère. Que quelque chose puisse être à la fois brisé et valoir la peine d'être sauvé. La route qui m'attend est longue. Probablement plus longue que je ne veux l'admettre. Il y aura d'autres conversations difficiles avec Céline au sujet de la garde, des vacances, et de la façon de gérer les choses à mesure que Léo grandira. Il y aura d'autres moments douloureux où je me souviendrai de ce que j'ai perdu. D'autres jours où je remettrai tout en question. Où je me demanderai si je fais le bon choix. Mais il y aura aussi d'autres week-ends de camping, des matchs de foot et des crêpes le dimanche matin. D'autres blagues nulles qui feront rire Léo. D'autres moments de connexion, d'amour et de bonheur simple. Et là, tout de suite, à cet instant précis, ça me suffit. Il le faut bien. J'apprends qu'il n'est pas nécessaire d'avoir toutes les réponses. Qu'on n'a pas besoin de savoir exactement comment les choses vont tourner ou d'avoir un plan parfait pour l'avenir. Il suffit de continuer à être présent. De continuer à essayer. De continuer à choisir l'amour plutôt que la colère. Même quand c'est difficile. Même quand chaque fibre de votre être veut rester en colère. Veut s'accrocher à cette rage parce qu'elle semble plus sûre que la vulnérabilité. Vous devez choisir d'être présent. D'être ouvert. D'empêcher votre cœur de se fermer complètement. Alors voilà. C'est mon histoire. Ma femme m'a trompé il y a 9 ans. L'enfant que je croyais mien n'est pas lié à moi biologiquement. Et ma vie s'est effondrée de la manière la plus spectaculaire qui soit. Tout ce que je croyais savoir s'est avéré être bâti sur des mensonges. Mais je suis toujours là. Toujours debout. Léo est toujours là. Et nous trouvons notre chemin, un jour après l'autre. Un instant après l'autre. Certains jours sont bons.
Certains jours sont terribles. Mais nous avançons. Si vous traversez quelque chose de similaire. Si vous faites face à une trahison, à une confiance brisée ou à une famille qui vole en éclats. Je suppose que mon conseil serait le suivant. La douleur est bien réelle. Et vous avez le droit de la ressentir. Vous avez le droit d'être en colère, blessé et dévasté. Ne laissez personne vous dire que vous devriez simplement passer à autre chose ou tourner la page. Mais ne la laissez pas non plus vous consumer entièrement. Ne laissez pas les erreurs de quelqu'un d'autre vous priver de ce qui compte vraiment. De ce qui est réellement important. Concentrez-vous sur les relations qui sont vraies. Sur l'amour qui est sincère. Et laissez le reste disparaître autant que possible. C'est plus facile à dire qu'à faire. Je le sais. Mais c'est la seule façon d'avancer que j'ai trouvée. Ce n'est pas facile. Loin de là. Certains jours, ça semble impossible. Comme si vous essayiez de gravir une montagne sans équipement et sans voir le sommet. Mais ça en vaut la peine. Léo en vaut la peine. La relation que nous avons. Le lien que nous avons construit pendant 8 ans. Ça vaut la peine de se battre pour ça. Et peut-être qu'un jour, j'en vaudrai la peine moi aussi. Peut-être que j'arriverai à un stade où je ne ferai pas que survivre, mais où je vivrai vraiment à nouveau. Où je pourrai penser à l'avenir sans ressentir ce poids sur ma poitrine. Je suis assis près de ma fenêtre en ce moment, pendant que j'écris ces lignes. Je regarde les lumières de la ville comme je le fais presque toutes les nuits quand je n'arrive pas à dormir. C'est devenu une sorte de rituel. Ce moment de calme, seul avec mes pensées. Léo dort dans l'autre pièce après avoir passé la soirée ici. Nous avons préparé des croque-monsieur pour le dîner et regardé un film. Juste des trucs normaux de père et fils. Demain, Céline viendra le chercher vers midi. Nous échangerons des banalités maladroites et nous repartirons chacun de notre côté. Ce n'est pas parfait. Loin de là. Mais ça fonctionne. Nous faisons en sorte que ça fonctionne parce que nous n'avons pas le choix. Parce que Léo mérite cet effort de notre part à tous les deux. L'avenir est incertain. Et j'ai fait la paix avec cette incertitude. Je n'ai pas besoin de savoir comment tout va se terminer. Je n'ai pas besoin que mes 5 prochaines années soient planifiées. J'ai juste besoin de continuer à être le père que Léo mérite. De continuer à travailler sur ma propre guérison. De continuer à aller de l'avant. Même quand c'est difficile. Même quand j'ai envie de baisser les bras. Même quand le poids de tout ça me semble trop lourd à porter. Je continue parce que c'est ce que font les parents. C'est ça, l'amour. Peut-être qu'un jour je pourrai repenser à tout cela sans ressentir cette douleur dans la poitrine. Cette oppression qui m'empêche de respirer. Peut-être que les blessures s'estomperont pour devenir des cicatrices qui ne font plus mal. Qui feront simplement partie de mon histoire au lieu d'en être le trait principal. Ou peut-être pas. Peut-être que cela fait juste partie de qui je suis maintenant. Quelqu'un qui a été brisé et qui apprend à vivre avec ses fêlures. Qui apprend que les choses brisées peuvent encore être belles et fonctionnelles. Peut-être que je porterai toujours ça en moi, et c'est très bien comme ça. Quoi qu'il en soit, je suis toujours debout. Je me bats toujours pour ce qui compte. J'aime toujours mon fils avec tout ce que j'ai. De toutes les fibres de mon être. Et pour le moment, ça suffit. Ça doit suffire, car c'est tout ce que j'ai. Mais vous savez quoi? En fait, c'est beaucoup. C'est tout ce qui compte vraiment quand on enlève tout le superflu, les attentes et les idéaux de perfection. C'est vrai, c'est honnête, et ça vaut la peine qu'on se batte pour l'avoir. La route est longue et sinueuse. Pleine d'obstacles que je ne vois probablement pas encore. Mais peut-être, juste peut-être, que nous pourrons trouver un moyen d'avancer. Ensemble. Léo et moi. En trouvant des solutions en cours de route. En construisant quelque chose de nouveau sur les ruines de ce qui était. Ça ne ressemblera pas à la vie que j'avais imaginée. Ça ne correspondra pas à la vision que j'avais quand je me suis marié et que je suis devenu père. Mais ça peut quand même être beau. Ça peut quand même avoir du sens. Ça peut quand même être une vie qui vaut la peine d'être vécue. Et c'est ce que je choisis de croire. Même les jours où c'est difficile à voir. C'est cet espoir-là auquel je m'accroche.